Alors, bonjour. Aujourd'hui, nous allons aborder le quatrième chapitre qui concerne le rayonnement des antennes élémentaires. Qu'est-ce que c'est que d'abord une antenne? Donc, c'est un dispositif qui permet de transformer une onde guidée en onde se propageant dans l'espace. L'onde guidée, donc elle est dans la structure, soit elle est une transmission, par exemple. Et puis, ce courant-là circule dans cette antenne-là, on va obtenir un rayonnement. Alors, on commence aujourd'hui par le rayonnement de ce qu'on appelle doublé électrique, ou on appelle aussi doublé de Hertz. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un doublé électrique? C'est un doublé euh, électrique, donc c'est un conducteur de longueur dl, donc c'est cette longueur-là, dl, voilà, très inférieure à la longueur d'onde, lambda, dl, en moins lambda du courant électrique qui le parcourt. Donc il y a un courant électrique qui est là, on peut l'ajouter, par exemple, courant électrique, I, donc ça c'est le courant électrique, si vous voulez, voilà. Voilà, donc on peut l'ajouter facilement, courant électrique, I, il y a une fréquence, ou bien une longueur d'onde, donc qui porte l'information guidée. Donc, ce courant-là va générer un rayonnement au point M, donc un champ électromagnétique EM. Alors, pour ce faire, on va considérer que le doublé représente un élément d'antenne, c'est-à-dire que ce doublé-là, tellement il est très inférieur, donc c'est un élément d'une antenne, c'est-à-dire un ensemble infini de doublés, ça constitue une antenne. Bien. Alors, dans ce paragraphe, nous allons calculer le champ rayonné au point M, voilà, donc le champ rayonné au point M, par le double électrique. Voilà. Pour cela, on fait appel aux équations de Maxwell. Comme d'habitude, on fait appel aux équations de Maxwell. Alors, quelles sont les équations de Maxwell qu'on va utiliser pour le calcul des champs électromagnétiques? On considère la première, la deuxième, équation de Gauss, Maxwell-Gauss magnétique, égale à 0. Donc, ce B-là, qui est un facteur, donc représente l'induction magnétique, peut s'écrire en fonction du rotationnel d'un certain vecteur A, où A représente un potentiel vecteur, voilà, ou un potentiel retardé. Donc on appelle A le potentiel vecteur, ou bien le potentiel retardé. Donc, divergence de n'importe quel vecteur x égale à 0, ce x-là peut s'écrire en fonction du rotationnel d'un autre vecteur. Voilà. Alors, comme le champ magnétique est égal à l'injection qui divise la perméabilité magnétique, donc on va remplacer le B par ρ de A. Donc H est égal à 1 sur mu ρ de A. Ça, c'est la première. La deuxième, on va utiliser l'équation première de Faraday, donc de Maxwell, on appelle l'équation de Maxwell-Faraday. Donc on a vu tout ça dans la matière onde et propagation, dans le semestre 1. Alors, le rotationnel EE, donc moins B, dérivé de B par rapport à T, où B est égal à mu fois H, voilà, B est égal à mu fois H. Donc on va remplacer le rotationnel dans cette équation-là. On aura, après calcul, cette expression, et après, l'équation finale, ça sera l'expression de E en fonction du moins gradient de V, moins la dérive de A par rapport à T. Donc V, là, se représente un potentiel scalaire, on l'appelle aussi potentiel de Lorentz, moins la dérivée de A par rapport à T. Donc, l'objectif de ce paragraphe équation de Maxwell pour le calcul chromatique, c'est d'avoir une idée sur, premièrement, le H, il s'exprime en fonction du rotationnel de A, où A représente le potentiel vecteur, et le E, il s'exprime en fonction de V et en fonction de A, où V représente le potentiel scalaire et A représente le potentiel vecteur. Donc c'est ça. Donc l'objectif maintenant, on va ici de trouver le A
est de trouver le V. Lorsqu'on trouve le A, on peut déterminer le H, et lorsqu'on trouve V et A, on peut calculer facilement le E. Donc notre objectif, c'est de calculer le H et le E, donc générés, si vous voulez, par ce doublet électrique. Voilà. Calcul de V et de A. Comment on obtient le V, par exemple? Donc vous avez une charge ponctuelle ρ, donc c'est une charge par unité de volume, coulomb par mètre cube, son unité, crée un potentiel scalaire à une certaine distance r. Donc si on a une charge ρ, elle crée un potentiel scalaire à une distance r. Donc on peut aller toujours dans cette figure-là. Si on a n'importe quelle charge située là ou bien là, charge statique, qui n'est pas en mouvement, elle crée au point M un V à partir de la distance r. Voilà. Donc ce V-là peut être exprimé en fonction de cette expression-là. 1 sur 4 pi epsilon, ρ, T moins R sur Vp sur R d taux. Voilà, donc, où Vp représente la vitesse de propagation ou vitesse de phase, mètres par seconde. Voilà. Donc, un courant électrique donc, circulant dans un conducteur crée un potentiel vecteur à une certaine distance R. Donc, ce courant électrique-là, que vous voyez sur la figure 1, 4.1, peut créer au point M un potentiel vecteur. Donc, la charge ρ, elle crée un potentiel V, et la circulation du courant I, qui est, si vous voulez, un mouvement de charge, crée un potentiel vecteur A. Donc, l'origine d'existence de V, c'est à cause de ρ, et l'origine d'existence de A, c'est à cause du courant électrique I. Voilà. Maintenant, on peut facilement calculer le champ E et H dans le cas du double électrique, en tenant compte de ces équations donc mentionnées ci-dessus. Donc, on va établir que le E va prendre cette expression-là et le H, celle-là. Voilà. Donc, je suis en train de vous donner un résumé sur le concept de calcul de champ électromagnétique E et H, brièvement, à partir E, c'est de la charge, et en même temps d'un courant électrique, et le H à partir d'un courant électrique. Voilà. Bien. Donc ça, c'est l'objectif, c'est de trouver EH en fonction de Z0, en fonction du courant électrique E. Voilà. Donc, pour le calcul maintenant de ce qu'on appelle la fonction caractéristique du doublet. Donc, c'est le rapport entre le champ E sur le champ max. Dans notre cas, c'est le sinus. Donc, le sinus là représente la fonction caractéristique avec θ comprise entre moins p sur 2 et p sur 2. Lorsqu'on va tracer justement le sinus θ dans cette figure-là, donc en coordonnées polaires, c'est-à-dire sinus θ comme module et θ comme argument, on aura cette expression-là. Donc, le doublet, voilà ce qu'il va donner comme rayonnement. Ce lobe. OK? Donc, toute l'énergie qui est comprise là, elle est rayonnée par le doublet. Donc, le doublet, l'information qui va nous donner, ou bien rayonner, elle est située dans ce, si vous voulez, ce domaine-là. OK? À l'extérieur de ce cercle bleu, il n'y a pas de rayonnement. Donc, si on veut recevoir l'information, il faut que notre récepteur soit placé dans ce domaine-là. OK? Au-delà de ce domaine-là, on n'a plus une réception. Voilà. Donc, c'est ça l'objectif du diagramme de rayonnement. Donc, c'est dans la zone donnée par ce cercle-là. Voilà. Bon, on peut, bien sûr, c'est-à-dire que ce cercle n'est pas constant, donc l'onde se propage, donc il peut s'agrandir, hein, mais l'essentiel que dans ce côté-là, on n'aura rien du tout, hein, cet axe-là. On ne peut pas placer notre récepteur là. Il faut le placer dans cette région où il est concentré le maximum d'énergie. Le maximum, c'est cette direction-là, 90 degrés. On aura le maximum de champ. OK? Voilà. Bon, pour la puissance de rayonnement du doublet, on sait que lorsqu'on a E et H, on peut parler d'un vecteur Poutine. Voilà. C'est ce qu'on appelle la densité par unité de surface. OK? Dans une direction, bien sûr, fixée par θ i phi. Donc, c'est celle-là. Voilà. Alors, donc la puissance générale, donc ça sera une intégrale, voilà, de cette expression-là.
sachant que E sur H égale à Z0. Donc, si on veut voir la relation entre E et H, donc E divisé par H, tout se simplifie. Il ne restera que le Z0. Donc, E sur H est égal à Z0. Z0 représente l'impédance du vide, ou bien l'impédance du milieu. Dans ce cas, c'est du vide. Hein. Parce que généralement, les ondes dans l'espace libre, ça se propage dans les conditions du vide. C'est-à-dire la vitesse, c'est celle de la vitesse de la lumière. Alors, donc, si on fait cette intégrale-là, voilà, en tenant compte de la répartition surfacique des densités de surface, en coordonnées sphériques, donc c'est 2πr au carré, sinus θ, dθ. Alors, si on va remplacer toutes ces équations, donc l'une par rapport à l'autre, on va aboutir, si vous voulez, à la puissance rayonnée, qui est donnée par cette expression-là. Elle dépend fortement de la longueur du doublet et bien sûr de la longueur d'onde du courant électrique qui circule dans ce doublet-là. Et bien sûr en fonction du courant efficace au carré. Ok, c'est ça la puissance de rayonnement. Donc c'est-à-dire le courant qui circule, si vous voulez, dans le doublet n'est pas totalement rayonné. Donc c'est cette partie-là qui est rayonnée. Ok, voilà. Donc pour la résistance du rayonnement, donc on a justement à partir de l'équation 4, 9 que PR c'est égal à RR que multiplie I au carré efficace. Donc, cet élément-là, si vous voulez, voilà, représente le R de R au carré, bien sûr, R de R, la résistance de rayonnement. Quelle est la formation qu'on peut tirer justement de la résistance de rayonnement? On peut dire que la résistance de rayonnement représente les pertes de l'information contenue dans le courant électrique, qui circule dans le double électrique. C'est ce phénomène qui est responsable sur le rayonnement des antennes. Donc, le rayonnement des antennes, tout simplement, c'est des pertes. Autrefois, on ne peut pas les exploiter. On dit que c'est une perte de l'information à l'intérieur des structures guidées, par exemple les circuits électriques de base classiques. Mais en fin de compte, on peut exploiter justement ces rayonnements pour les recevoir et de cette manière-là, pardon, on dit que le rayonnement il a un caractère si vous voulez, de perte. Hein, de perte. Voilà, ceci donc résume un tout petit peu les caractéristiques de rayonnement général. Donc vous allez consulter ce tableau-là pour voir à peu près fonctions caractéristiques, densité de puissance, intensité de rayonnement, donc l'intensité de rayonnement, le watt par radio, puissance rayonnée totale, les restances de rayonnement, voilà, en ohm, hein, c'est l'unité, ça c'est l'ohm, et le gain absolu, ainsi que la directivité, et avec la hauteur effective. Donc, ce tableau-là résume toutes les caractéristiques de rayonnement. Voilà. Alors maintenant, une fois déterminé, si vous voulez, le rayonnement d'un double électrique, c'est-à-dire le calcul du champ et de H à une certaine distance R au point M, maintenant, on va aborder justement l'antenne dipôle isolée dans l'espace. Qu'est-ce que c'est qu'une antenne? Une antenne d'abord, c'est un conducteur parcouru par un courant électrique. Qu'est-ce qu'il fait? Il va rayonner de l'énergie électromagnétique. Ce rayonnement-là est expliqué par la loi de Coulomb associée à la loi de Biot-Savart. La loi de Coulomb, c'est-à-dire une charge ponctuelle, elle crée un champ, un potentiel, si vous voulez, V1, et la loi de Biot-Savart, elle crée un champ magnétique grâce à la circulation d'un courant électrique. Donc les deux, ça crée un potentiel vecteur V et un potentiel scalaire V, et là un potentiel vecteur A. Donc ce potentiel VA, comme on l'a vu tout à l'heure, ça permet de calculer justement l'expression de E et de H mentionnée donc ci-dessus. Donc une information, une transformation plutôt, c'est-à-dire une transformation d'une onde guidée en une onde se propageant dans l'espace libre. Hein? C'est la définition typique d'une antenne. Alors l'élément le plus petit du point de vue des dimensions, c'est le double électrique. C'est un ensemble infini de doublés électriques constitue une antenne. Donc, un ensemble infini de doublés constitue une antenne, comme je l'ai dit tout à l'heure. Justement, l'analyse du rayonnement d'une antenne peut se faire en découpant l'antenne en dipôles élémentaires et en sommant leurs contributions. C'est-à-dire, chaque doublé donne un champ. Donc, le champ rayonné par une antenne, c'est la somme des champs issus des différents doublés. Voilà.
Donc, on va commencer par le premier exemple d'une antenne, c'est l'antenne isolée dans l'espace, antenne asymétrique. Qu'est-ce que c'est qu'une antenne isolée dans l'espace? C'est-à-dire hors Terre, plus loin de la Terre, parce que la Terre, elle influence le rayonnement. La Terre, elle joue le rôle de miroir si on place une antenne à proximité de la Terre, par réflexion. Donc, on évite le phénomène de réflexion. C'est pour cela qu'on considère l'antenne isolée dans l'espace. Alors, il y en a deux types d'antennes isolées dans l'espace. Celles qui sont asymétriques, comme cette structure-là, et nous allons voir tout à l'heure celle qui est symétrique. Pour l'antenne asymétrique, donc il est parcouru par le courant I qui a la forme suivante. Hein. Qu'est-ce qu'on va faire? Le dipôle élémentaire est placé au point C. Donc on va prendre le point C considéré comme un doublet ou bien dipôle élémentaire, un doublet électrique si vous voulez. L'intégration de plusieurs dipôles dans le champ rayonné par l'antenne. C'est-à-dire on prend ce dipôle-là au point C, c'est celui calculé dans le cas d'une antenne, plutôt pardon, d'un double électrique. Voilà. On va l'intégrer entre 0 et L parce que cette antenne-là, elle est comprise entre 0 et elle va jusqu'à grand L. Donc, on va intégrer tout ce qui dépend de Z parce que l'évolution, si vous voulez, de l'emplacement des dipôles ou bien des doubles électriques dans cette antenne-là, elle est en fonction de Z. C'est l'axe des Z. Voilà, c'est l'axe des Z. Et comme le courant dépend de Z, voilà, c'est un choix. Hein, donc, il suffit d'intégrer tout ça. On note que le bêta Z cos θ, c'est le déphasage hein, de C par rapport à O. Donc, je vais faire un petit dessin. Ça, c'est le O. Voilà. Parce que le doublet placé au point O, c'est-à-dire il a une expression qui est donnée auparavant. Donc, c'est celle-là, voilà. Donc, je vais vous la donner. C'est celle-là, voilà. Du point de vue champ électrique, c'est celle-là. D'accord? Par contre, le doublet placé au point C, donc, c'est l'expression précédente du doublet. On ajoute ce terme-là, exponentielle G bêta Z cos θ. Alors, on appelle bêta Z cos θ, c'est le déphasage du champ rayonné du point de C vers P par rapport à celui rayonné de O vers P. Tout simplement, on peut faire un autre dessin. Parce que ça donne un champ rayonné jusqu'à ce point-là. Donc, j'essaie de faire avec une distance qui n'est pas vraiment R, elle est différente un petit peu de R. Par exemple, R', ok, pardon, je vais effacer, sinon ça va. Voilà. Pardon, donc je vais refaire le dessin. Pardon, c'est à partir du point C. Hein. Voilà. Et justement, la différence entre le champ rayonné de O, donc il rayonne à une certaine distance R, par le point C aux distances R'. Donc on va calculer un petit peu la différence entre les deux. C'est juste la projection sur le point R. Voilà. Donc là, c'est le point par exemple H. Voilà. Donc j'ai essayé d'effacer parce que ça ne m'a pas plu vraiment. Donc ça c'est, pardon. Donc rapidement. Alors, donc, je pense le point H. Voilà, ça c'est H. Bon, c'est un peu lourd, mais ça s'arrange quand même. Voilà, très bien. Donc, la différence du rayonnement du doublet lorsqu'il est au point O, il rayonne à partir d'une certaine distance R. Par contre, celui de C, il rayonne à partir de R'. Et bien, la différence entre R et R', ça se traduit par Z. Voilà, si on prend ce triangle-là. Voilà. Z. Bien sûr, donc OH est égal à Z. Hein, OH est égal à Z cos θ. Voilà. Donc H, c'est l'hypoténuse. Ou tout ça, c'est le triangle rectangle. Hein, un triangle au point H. Donc le OH est égal à Z, qui est OA, OC, c'est Z. Hein, O, O, C, Z. Donc c'est Z cos θ. C'est pour cela on aura
si vous voulez, Z cos θ. OK, c'est le déphasage supplémentaire. Et nous, on s'intéresse bien sûr au doublé placé à n'importe quel point de cette antenne-là, par exemple un point C, à une certaine distance Z. Donc c'est un truc général. Donc après effectuer cette intégrale, voilà, on aura cette expression-là. Voilà. Donc bien sûr, elle dépend de la longueur L, la constante de propagation bêta, et bien sûr les angles de coordonnées sphériques. Dans ce cas, c'est le θ. Bien sûr, et le R. Hein. Voilà. Alors, donc, remarque, pour une antenne asymétrique demi-onde, c'est-à-dire L est égal à 1 lambda sur 2, on va mettre le n égal à 1. Voilà. Donc, ça, c'est les cas des remarques, sans juste explication. Alors, pour le cas d'une antenne asymétrique lambda, L est égal à lambda sur 2, on aura cette expression. Pour L, c'est celle-là. Qu'est-ce qui nous importe le plus dans ce cours-là? C'est surtout la fonction caractéristique. Donc, pour tous les cas, L est égal à lambda sur 2, bien lambda. On va prendre celle-là. Donc, la fonction caractéristique, si vous voulez, c'est tout ce qui entre, c'est-à-dire trigonométrique, hein, relation trigonométrique. Tout ce qui dépend des angles, c'est ça la fonction caractéristique d'un champ électrique, pour ne pas trop compliquer l'existence. Dans le premier cas, c'est celle-là. Dans le deuxième cas, c'est celle-là. Voilà. Très bien. Donc, ça, c'est la fonction caractéristique par rapport à lambda sur 2. Et par rapport, ça, celle-là, c'est par rapport à lambda. Qu'en est-il maintenant pour le deuxième type d'antenne? C'est l'antenne dipôle, demi-onde, isolée dans l'espace, par contre alimentée au milieu, ce qu'on appelle l'antenne symétrique. Donc, c'est-à-dire, on va placer par rapport à celui-là la base au point O, hein, la base de l'antenne au point O, ça c'est l'antenne asymétrique. Par contre, l'antenne symétrique, c'est le milieu, le point O. Donc, on place notre antenne, le point O au milieu de notre antenne. Donc, c'est celui mentionné dans cette figure-là. Exemple d'une antenne symétrique alimentée au milieu. Ça, c'est le câble coaxial qui permet d'alimenter cette antenne-là. Donc, un courant qui va arriver, il va circuler dans cette antenne-là, on aura un rayonnement considérable. Voilà, c'est l'exemple typique. Donc, le champ électrique, dans ce cas, il est donné par cette expression-là. Donc, vous le voyez, donc il y a un bêta, constante de propagation, il y a la longueur de l'antenne, et bien sûr les coordonnées sphériques, θ et R. Donc, on va faire la même chose par rapport donc, à celle établie précédemment. Donc, pour L est égal à lambda sur 2, on aura cette expression-là. Voilà. Pour L est égal à lambda, c'est cette expression-là. Donc, on peut résumer maintenant le diagramme de rayonnement. Donc, par rapport aux antennes, soit symétriques ou asymétriques, par ces lobes, comme vous le voyez dans cette figure-là. Donc, par exemple, en haut, donc c'est les antennes asymétriques pour différentes valeurs de L, lambda sur 4, lambda sur 2, lambda, vous voyez. Donc, on a deux lobes, puis 4 lobes. Donc, ce qui est intéressant, c'est-à-dire que notre information est comprise dans ce domaine-là. Donc, au-delà de ce domaine-là, on ne va pas avoir une réception. Par exemple, cette figure est intéressante. Si on veut faire, si vous voulez, un rayonnement omnidirectionnel, c'est-à-dire on va placer 4 antennes réceptrices pour pouvoir capter l'information. Mais il ne faut pas aller plus loin. Hein. Voilà. Un autre exemple, c'est-à-dire on va pousser, si vous voulez, le calcul pratique plus loin, en augmentant la longueur de 1, de lambda, 5 lambda, 2 lambda, 3 lambda, 6 lambda, ainsi de suite. Il y a l'apparition de plusieurs lobes, mais ces lobes-là, ce sont des lobes secondaires. Ah, d'accord? Les lobes secondaires, c'est un phénomène qu'on doit éviter. Ça peut forcer un petit peu la réception, ou bien même la détection des objets. Voilà. Donc, dans ce cas, il est préférable de placer nos récepteurs là, fait le lobe principal. Voilà. Il faut éviter les lobes secondaires. D'accord? Ça devient, c'est comme la détection, elle est faussée. Donc, la bonne réception, la détection, ça dépend du domaine d'application dans le domaine des télécommunications. Il faut toujours choisir les lobes principaux où l'énergie maximale est concentrée. Là, on peut vraiment capter un signal de façon très acceptable. Voilà. Donc, ceci donc, termine cette vidéo-là. Donc, représente le chapitre 4. Et je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, donc, dans la prochaine vidéo. Et en attendant, on vous souhaite bonne chance. Et si vous avez des questions, donc, n'hésitez pas.
à me le transmettre dans mon email personnel. Barakallahu fikoum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.